Alors moi j'étais chez Apple à reculons. Moi je déteste Apple, je déteste la philosophie d'Apple. J'aime pas la philosophie fermée. Là, je suis le co-créateur de Siri et on va raconter un peu son histoire aujourd'hui. J'étais chez Apple juste pour travailler à nouveau avec mon pote Adam. On était arrivés ensemble en fait dans la vallée, on était à Stanford ensemble. Et parce que c'est notre bébé, Siri. C'est notre bébé de 97. D'accord, 13 ans avant, on avait fait quelque chose de rigolo. Et le tout premier brevet de The Assistant, qui date de 1997, déposé par Stanford Research, donc, qui était notre labo de l'époque. L'assistant, c'était sur un écran, c'était un vieux wizard avec une longue barbe qui avait l'air très fatigué, parce qu'il faut comprendre aussi que la reconnaissance de la parole en 1997, 98, 99, ça marchait pas très bien. Puis après, moi je suis parti de SRI. Adam lui a continué un peu au SRI et puis il a créé finalement une boîte qui s'appelait Siri. Et là, Steve Jobs a vu le machin, il a dit je le veux, il a eu la vision, parce que Steve Jobs c'est quand même un visionnaire, hein. Il comprenait pas forcément la technologie, mais il comprenait l'utilisation de la technologie. D'ailleurs, contre la plupart de ses dirigeants dans la boîte. Et en 2010, quand ça a été racheté par Apple, Adam et Steve Jobs m'ont demandé de venir, c'est pour ça que j'ai dirigé Siri au début, et pour qu'on passe d'un groupe de 15 personnes, quand ça a été racheté, à un groupe de 85 personnes cachées. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Apple, tout était caché. Quand on est dans une compagnie comme Apple, on a des badges, et nous on avait deux niveaux de badges. Le badge normal pour rentrer dans le building, mais vrai on avait un autre badge pour rentrer dans notre cocon à nous. Parce qu'on était cachés par rapport aux autres. Personne ne savait que Siri a été racheté et surtout ce qu'on faisait. Donc il y avait ces 85 mecs là, personne ne savait ce qu'ils faisaient. Un peu comme des pestiférés quoi. Et on a développé ce machin et on avait la liberté de développer tout. C'est-à-dire que j'avais en charge en tant que directeur de Siri, aussi bien les serveurs, parce que Siri c'est beaucoup de serveurs, jusqu'à l'interface qui allait être vue dans iOS. On a dû faire les serveurs nous-mêmes. Et Apple m'a donné l'argent, le budget, pour créer les data centers. Encore une fois, là maintenant il faut se remettre là où on est. On est en 2010. Amazon n'existe pas. Il n'y a pas ce concept encore, c'est le début. Le truc de cloud n'existe pas. Donc on a fait notre propre cloud. On a créé notre propre data center de scratch. On a acheté le terrain, on a construit le data center, on a mis les serveurs dedans, à 85 personnes. J'ai acheté un terrain à Portland pour mettre un data center et pour s'intégrer en se cachant donc à l'intérieur du système iOS qui allait sortir pour l'iPhone 4S. Ça, c'est l'iPhone 4S avec Siri. Je m'as pensé acheter du lait en partant du bureau. Voici votre rappel. Et donc c'est sorti en automne 2011 et là, tout de suite, on est passé de 180 000 utilisateurs, donc de la vieille application, à 300 millions d'utilisateurs. 300 millions d'utilisateurs. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Le Siri de Apple était un Siri limité. À la sortie du 4S, on avait 5 services. Le calendrier Apple, la possibilité d'écrire des mails, on pouvait faire des SMS. En gros, on pouvait faire des trucs sur Apple. Et on avait les restaurants. C'est tout, c'était le seul service externe. D'accord ? Petit à petit, après, on a rajouté le sport, on a rajouté d'autres trucs. En plus de ça, il faut être clair aussi, c'était rigolo parce que on était les premiers à avoir fait un truc comme ça, on savait que ça marchait pas très bien. La technologie de la reconnaissance vocale était encore assez balbutiement. On a créé quelque chose avec des scénaristes de Hollywood d'ailleurs, on avait créé des choses pour faire en sorte que quand la conversation tournait mal, on allait faire une petite blague pour faire en sorte de faire marrer les gens et de dire que finalement c'était vraiment leur pote quoi. Quel est le meilleur smartphone ? Attendez une seconde, il existe d'autres téléphones. Il ne comprenait pas forcément tout, Siri, mais il était sympa. Le service a bien marché et puis on avait un beau succès en fait. Jusqu'à ce que nous, ceux qui étaient les visionnaires, Adam et moi, les gens qui avaient fait ce truc en 97, on a commencé à dire, les gars c'est super mais il faut rajouter des services. Parce que là avec nos 5 petits services de merde, c'est sympa mais il faut quand même faire d'autres trucs. Et donc là, c'est là où les problèmes ont commencé en fait, parce que on poussait un peu, et on voulait toujours plus, on disait il faut faire les restaurants, il faut faire les hôtels, il faut faire le sport, il faut faire le machin, il faut faire plus. Et malheureusement, Steve Jobs est mort, donc ça veut dire qu'on n'est plus poussé par ce visionnaire qui lui avait compris ce que nous on voulait faire. Donc on se retrouve avec un gros connard qui était mon patron, Scott Forstall pour pas le nommer. Et donc Scott Forstall qui est responsable d'iOS, il ne comprend strictement rien. Donc lui il comprend iOS, mais il ne comprend pas Siri fondamentalement. C'est lui d'ailleurs aussi qui a laissé passer Maps. Parce que le problème de Maps, c'était encore un problème, c'était server-side, et il ne comprenait rien au server-side. Donc Forstall, quand on lui dit maintenant il faut rajouter les services, il ne comprend pas, il n'a pas cette vision. Donc du coup on se bat tous les jours. Et au bout d'un moment, Adam et moi on dit c'est bon, on arrête, on s'en fout, on s'en va. Nous, on a fait ça pour rigoler. On a eu 300 millions d'utilisateurs. C'est pas trop mal, on s'est bien amusé. On peut y aller. Pourquoi je peux parler librement ? Parce qu'il y a ce qui s'appelle les NDA, Non-Disclosure Agreement. C'est des choses que vous signez ou pas quand vous rentrez dans une boîte. Il faut comprendre qu'en 2010,
J'ai déjà pas mal de bouteilles, on va dire, hein, d'accord. Donc quand j'arrive après 20 ans de carrière, 10 ans de recherche et 10 ans de start-up où j'ai eu quelques succès, quand j'ai un contrat et quand j'ai mon avocat qui lit le contrat, il y a des choses que j'accepte pas. Donc en l'occurrence, signer une NDA, signer des trucs que j'ai pas envie de signer parce que je veux pouvoir ouvrir ma gueule quand je veux ouvrir ma gueule, je signe pas. Ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire maintenant, le truc qui est évident et qu'on peut pas contester, c'est que Siri était le premier assistant vocal. On a marqué l'histoire de l'assistant vocal en faisant la release de Siri en 2011. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Siri ? C'est un peu triste. Quand on parle en 2020 d'assistants vocaux, on ne va pas penser à Siri en premier. On va parler d'Amazon en premier, d'Alexa, d'accord ? On va parler peut-être de Google Home, et c'est à peu près tout. Je ne fais jamais requête Siri sur mon iPhone. Est-ce que Siri marche pas assez bien ? Ouais, c'est la vérité.